Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire SolidCam. Je suis Hervé Philibien et je suis en charge aujourd'hui de vous parler un petit peu du 5 axes continu dans SolidCam. On va laisser le temps aux derniers arrivants de nous rejoindre et puis on va démarrer tranquillement. Alors, en introduction, j'aimerais vous parler un petit peu de SolidCam dans sa globalité, puis après on va vraiment se focaliser sur le 4 et 5 axes continu de SolidCam. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout SolidCam, nous sommes une solution de FAO complètement intégrée dans l'environnement SolidWorks, une solution globale, aussi bien de fraisage, de tournage, de décolletage, d'électro-roseau à fil, etc. Donc on couvre vraiment toutes les applications d'usinage sur CN, le tout en étant intégré directement dans l'environnement SolidWorks. Donc l'objectif, il est vraiment de travailler sur les fichiers SolidWorks natifs, en contexte d'assemblage pour pouvoir intégrer par exemple des éléments de bridage. Et dans l'environnement SolidWorks vont se greffer, ici vous les voyez, des onglets pour venir démarrer par exemple un projet d'usinage, gérer des bibliothèques, etc. Et puis également un onglet pour les opérations d'usinage. Et dans ces opérations d'usinage, on va retrouver en fait différents modules. On va retrouver des modules un module dit 2 axes et demi pour tout ce qui est usinage prismatique, donc tout ce qui est surfaçage, contournage, poche, perçage, etc. On va retrouver bien entendu des opérations dites 3D pour faire de la forme, donc que ça soit de l'ébauche ou de la finition, avec tout un panel de stratégies à disposition pour c'est un module qui s'adresse aussi bien aux gens qui font un petit peu de forme 3D que des moulistes qui ont besoin vraiment d'un large panel de stratégies. Et ici, on va retrouver aussi nos opérations dédiées au fraisage 4 et 5 axes continus. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On va détailler un petit peu tout ça. Alors, comme introduction, je voulais vous présenter un petit peu ce projet-là. C'est un projet que SolidCam UK au Royaume-Uni ont réalisé en fait en partenariat avec Iscar et Mazak lors d'un salon industriel. Donc c'est une feuille, hein, comme vous pouvez le voir. Donc c'est une faible épaisseur sur quand même une grande dimension. Et en mot d'introduction, je voulais simplement signifier que ce module 4 et 5 axes continus, en règle générale, il vient s'intégrer avec le reste des modules, le reste des opérations, pour la réalisation d'une pièce complexe comme ça. Il y a quelques cas particuliers où on n'utilise que des opérations 4 et 5 axes continus, mais pour une grande partie des pièces, des projets que vous allez réaliser ou que nos clients réalisent, en règle générale, il y a toujours en fait au préalable des opérations 2 axes et demi, des opérations 3D et seulement ensuite des opérations 4 et 5 axes continus interviennent. D'accord. Donc si on regarde un petit peu comment se présente SolidCam, ici donc dans l'environnement SolidWorks, on a un arbre FAO qui vient s'ajouter en fait aux autres onglets de SolidWorks. Dans cet arbre FAO, on va retrouver la machine sur laquelle on va programmer. Donc en fait, au démarrage du projet, vous définissez donc la machine sur laquelle vous voulez travailler. Puis à tout moment, vous pouvez basculer comme ça sur une autre machine. On va définir bien entendu une origine de programmation. Donc pour définir l'origine de programmation, tout simplement, en fait, on va venir cliquer sur une phase plane pour orienter en fait le plan XY et le Z0 va automatiquement se mettre sur la face supérieure de notre pièce. Et puis tout au long de la programmation, on va pouvoir créer des positions pour travailler en 4 et 5 axes positionnés. J'y reviendrai un tout petit peu après. Puis ensuite, bien entendu, on définit un brut. Donc soit pour définir un brut dans SolidCam, on s'appuie sur un modèle 3D. Donc en l'occurrence, puisqu'on est dans un contexte d'assemblage, on peut très bien ici avoir différentes pièces. Une certaine pièce qui représente notre pièce finie et une pièce qui représente notre brut, ce qui est le cas ici. Mais SolidCam offre aussi la possibilité de définir un brut prismatique englobant, donc de recréer un prisme autour de notre pièce ou un brut cylindrique. Puis on peut également intégrer des fichiers STL ou des
des bruts pré-usinés ou résultant d'un autre projet. Et puis la dernière étape, c'est de définir la pièce finie. Donc en fait, de venir cliquer sur le 3D pour dire ça, c'est la pièce finie, c'est ce qu'on veut obtenir à la fin de l'usinage. Puis à partir de là, on va pouvoir commencer à programmer des opérations. Donc ça, c'est vraiment les 4 étapes préliminaires: la machine, l'origine, le brut, la pièce finie. Et donc ici, vous le voyez, au fur et à mesure de la programmation, les différentes opérations et les changements d'outils ou les changements de position vont apparaître dans notre arbre, et on a notre gamme comme ça qui va apparaître au fur et à mesure. Donc juste pour vous montrer, en fait, là, dans un premier temps, c'est juste un petit surfaçage avec le premier outil T1, un tourteau. Puis ensuite, en fait, on va venir travailler en positionné. Donc c'est là où en fait on vient, par exemple, créer une nouvelle position et lui demander de s'incliner par rapport à cette face-là. Donc en fait, on vient cliquer sur une face et le repère va automatiquement s'orienter, s'incliner. Donc là, en fait, vous voyez, on venait sur le flanc refaire un petit surfaçage pour en fait un petit peu cuber notre pièce. Et ensuite, on a des opérations d'ébauche 3D avec un module dont je vous ai pas encore parlé, c'est ce module e-machining. Donc là, c'est pas l'objet de ce webinaire aujourd'hui, mais c'est un des points forts de SolidCAM également, le module e-machining. C'est un module qu'on a développé et breveté pour l'usinage trochoïdal dynamique en version 2D comme en version 3D. Donc ici, c'est la version 3D qui est utilisée. Donc on va un petit peu simuler tout ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Simplement, en vérification solide, vous voyez, en fait, on a une simulation 3D qui se charge avec le bridage, l'outil, le porte-outil, la pièce. Et donc, si je lance ma simulation, on a le surfaçage qui s'est effectué. Et puis, on a notre ébauche 3D là qui démarre. Donc, on voit bien qu'on est en positionné. On s'est incliné à une certaine indexation. Et ensuite, là, maintenant, on vient travailler dans un raisonnement d'ébauche 3D. Donc, le principe du trochoïdal avec l'e-machining, c'est de travailler avec la plus grande hauteur de coupe possible. Donc, on rentabilise vraiment la hauteur de coupe de l'outil. Donc, on cherche à prendre des grandes passes en profondeur, tout en maîtrisant l'engagement latéral de la fraise dans la matière, en faisant varier la vitesse d'avance. Donc là où on prend plus de matière, on diminue la vitesse d'avance. Là où on prend moins de matière, on réaugmente la vitesse d'avance pour maintenir un copeau constant et donc des efforts constants. Et en fait, donc pour pouvoir utiliser et rentabiliser au maximum la hauteur de coupe, on cherche à faire des passes de bas en haut. Donc en fait, on travaille en remontant et on voit les crêtes là qui apparaissent. Donc on est bien dans une logique d'ébauche 3D pour commencer à écrêter en fait la forme de la feuille. Donc on a une première ébauche d'un premier côté, puis après on va faire une deuxième ébauche, donc à 180 degrés. Ah non, pardon, qu'est-ce que je dis? On vient reprendre, pardon, excusez-moi, du même côté, la forme de la feuille. Voilà, trochoïdale. Donc on a la forme qui commence vraiment à apparaître, complètement ébauchée. Et puis là, cette fois-ci, on va venir reprendre après, simplement avec un autre outil, faire une petite, faire une petite reprise d'ébauche. Et à partir de là, commencent à apparaître des opérations 4 et 5 axes continus. Donc là, on est venu un petit peu balayer le rayon au fond, et puis vous voyez, on commence à balayer, je vais diminuer un petit peu ma vitesse de simulation, on commence à balayer dans une logique 4 et 5 axes continus, là, la feuille. Alors je vous en reparlerai aussi, mais là, la particularité, c'est avec des outils tonneaux, pour commencer à appliquer une semi-finition ou une finition sur la forme finie de la feuille, avec une inclinaison d'outil qui change. Alors, le 4 et 5 axes continus, par rapport à ces opérations un petit peu 2D ou 3D, où on a une orientation fixe de l'outil, le 4 et 5 axes continus vont générer une orientation qui, elle, va être variable, une orientation de l'outil, une inclinaison de l'outil, pardon, qui va être variable. Et donc, pour ce faire, pour valider ces opérations 4 et 5 axes continus, en règle générale, la simulation solide va pas être vraiment suffisante, puisque la vérification solide, comme vous le voyez, en fait, ça nous permet de vérifier qu'on n'ait pas de collision entre la pièce, l'outil, la partie non coupante de l'outil, le porte-outil quand on en a mis un, le bridage quand on en a mis un, mais on va pas avoir en fait tout l'environnement de la machine. Et donc du coup, en 4 et 5 axes continus, en règle générale, on va avoir besoin
voilà, valider entièrement la trajectoire, de se servir d'un module complémentaire qui s'appelle la simulation machine pour pouvoir simuler tout l'environnement machine. Donc voilà, c'était un petit mot d'introduction pour vous montrer déjà et vous sensibiliser au fait que SolidCAM fonctionne par module. Donc voilà, en fonction des pièces que vous avez à faire, vous allez peut-être avoir besoin que du module 2 axes et demi, peut-être du 3D, peut-être du 5 axes continu. Et donc, si on a besoin du 5 axes continu, en règle générale, on va toujours recommander l'utilisation de ce module de simulation machine qui va nous permettre, en plus, par rapport aux autres, au-delà de vérifier en fait les collisions éventuelles entre voilà, l'outil, le porte-outil, la pièce, le bridage, également de vérifier qu'il n'y ait pas de collision entre, bon là j'ai pas de porte-outil, mais entre le plateau et par exemple le nez de broche de la machine. Donc si on revient un petit peu ici sur l'opération ici en 4 et 5 axes continu, donc on saute un petit peu là toutes les opérations d'ébauche. Voilà, il va charger un petit peu le résultat. On va pouvoir voir après quand je vais lancer ma simulation que je vais bien avoir un déplacement simultané sur mes 5 axes. Donc mes 5 axes qui vont bouger en même temps. Et donc dans ce module de simulation machine, en fait ici vous allez avoir en bas la possibilité d'afficher en fait vos différents axes de la machine. Alors, je vais diminuer un petit peu la vitesse. D'accord. Hop. Et ici on voit en fait que ça bouge en simultané sur les 5 axes. Donc vous voyez en bas éventuellement les différents axes. Sur la droite, la liste des déplacements. Vous avez la possibilité aussi d'afficher ici la liste des rapports si jamais il y a un événement qui se produit pendant votre simulation, des collisions, des hors-courses, ce genre de choses. Et tout ça est personnalisable. On peut réduire. Voilà, là, j'ai une interface qui est un petit peu chargée d'une compression de mon écran pendant le partage d'écran. Mais tout ça peut se personnaliser pour avoir l'environnement qui vous convient le mieux. Pareil, je peux me positionner ici dans la liste des déplacements, faire rouler la molette et voilà, me repositionner à une ligne bien particulière de mon programme. Donc voilà, c'était juste une petite introduction pour vous montrer ce que donnait l'environnement de SolidCAM et le positionnement en fait de ce module 4 et 5 axes continu. Alors je vais fermer cet exemple-là. Je tenais juste aussi à vous montrer, alors vous retrouverez un petit peu ces vidéos sur Internet, mais si vous voulez voir un petit peu le résultat de ce que peut donner cet usinage réel sur machine, vous retrouvez en fait vraiment l'utilisation des outils assez coniques, ovales, pour la semi-finition et la finition qui permettent pour un balayage beaucoup moins de passes quand on part. Je vous laisserai un petit peu redécouvrir. Il suffit de taper SolidCAM et LEAF, L-E-A-F en anglais, pour feuille. Et puis vous retrouverez un petit peu cette vidéo si vous voulez en voir un petit peu plus. Ok, je m'arrête là. Et puis je vais vous montrer un petit peu plus la programmation en détail sur un autre exemple. Donc ce programme était complet, donc voilà, il était un petit peu lourd, un petit peu gros. Juste le temps de le refermer et de le rouvrir. Donc je vais vous ouvrir une pièce pareil où il y a un peu de 2 axes et demi et puis un petit peu de 5 axes. Hop, pièce un petit peu plus basique, mais qui va nous servir pour le webinaire d'aujourd'hui. Ok. Donc là, on a une pièce, on va dire, qui a une base prismatique. On retrouve des formes un petit peu, voilà, un petit peu simples, un peu prismatiques. On n'a pas tant de formes 3D par rapport à la feuille précédemment. Hop, je vais juste cacher ici mon brut. Donc c'est un petit peu la même démarche, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir au préalable quelques opérations 2 axes et demi, notamment pour le surfaçage, quelques opérations d'ébauche, donc avec une machine 3D pour venir un petit peu écrêter toute la forme, et puis des opérations un peu de finition pour finir par exemple
tout ce qui est parois verticales, les fonds horizontaux également. Par contre, reste à la fin ces zones, on va dire, un petit peu en contre-dépouille, ici rayonnées, ces pentes, etc. etc. Et c'est là où on pourrait soit choisir, donc je vous montre un petit peu le début, donc le surfaçage, notre ébauche. Donc là, voilà, on travaille vraiment avec toute la hauteur de coupe avec ce module imagining. Puis après, on travaille en remontant pour venir un petit peu écrêter hop, la pièce. Pareil, une petite ébauche avec un petit outil, quelques opérations de finition. Et puis, donc voilà, là, on va arriver à des opérations de finition de ces surfaces. Et donc, c'est là où je voudrais vous parler un petit peu du 5 axes continu. Donc, en premier lieu, on a cette surface-là qui est en contre-dépouille. Donc là, si on souhaite, par exemple, un petit peu balayer ces surfaces-là, on n'a pas le choix. On va être obligé soit de travailler en bout avec l'outil, donc de s'incliner à 90 degrés, par exemple, et de venir travailler avec le bout de l'outil et puis de tourner comme ça. Ça, c'est une possibilité. Soit effectivement de venir pareil, de s'incliner latéralement là sur le côté de l'outil, pareil de faire tourner la pièce, puis donc de balayer la surface. Si on devait faire ça, on viendrait ici dans ce module 4 et 5 axes continu chercher une opération. Alors vous l'avez aussi, vous avez l'onglet ici fraisage 5 axes qui est grisé. Tiens. Attendez, je vais le fermer, je vais le rouvrir, c'est pas grave. Soit vous avez donc l'onglet opération FAO dans lequel vous avez accès à toutes les opérations, et y compris le 4 et 5 axes continu, soit vous avez des sous-onglets dédiés aux 4 et 5 axes continu. Donc voilà, là où je souhaitais démarrer, c'était pour vous montrer un petit peu les différentes options qui composent ce module 4 et 5 axes continu. Donc on va retrouver par exemple ici la première opération, qui est le fraisage 4 et 5 axes continu générique. Et en fait, cette première opération, 4 et 5 axes continu générique, elle fonctionne, elle travaille sur les surfaces. C'est-à-dire qu'on va choisir une stratégie en haut à gauche pour définir comment on souhaite balayer les surfaces qu'on va sélectionner, tout simplement. Alors, on a différentes stratégies. Hop, j'ai mon partage d'écran, fiche un petit peu l'affichage. Alors, dans les différentes stratégies, j'attends juste que l'affichage revienne. Bon, il y a quelque chose qui... Bon, je suis désolé, je vais le redémarrer. On va le redémarrer, c'est pas grave. Dans les différentes stratégies de l'opération 4 et 5 axes continu, ok. Ok. Donc l'opération 4 et 5 axes continu, générique. On a une stratégie, par exemple, pour balayer donc les différentes surfaces qu'on va sélectionner de manière parallèle à une seule courbe guide, parallèle à deux courbes guides. On peut demander en fait des passes parallèles aussi le long d'un axe, etc., etc. Donc ça, c'est toutes les stratégies dont on va avoir accès ici en haut à gauche. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc vous avez des stratégies parallèles à voilà, une stratégie pour obtenir des passes parallèles, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez balayer une surface et vous allez demander à obtenir des passes qui sont parallèles le long d'un axe, le long d'une direction, ou alors parallèle à une seule courbe guide. Donc ici, on a la petite illustration, on sélectionne une courbe guide et on vient balayer les surfaces et toutes nos passes qu'on va obtenir vont être parallèles à la première courbe. Ou alors, par exemple, entre deux courbes guides. Et donc là, l'objectif, ça va être de sélectionner une première courbe guide, une deuxième courbe guide, et d'avoir des passes qui vont évoluer de la première vers la deuxième, tout simplement. J'ai une petite idée de ce qui se passe. Ouais. Hop. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire un balayage entre deux courbes guides. Et donc juste pour vous montrer, voilà, ici, donc on va travailler avec la première origine. Dans la géométrie, on va venir sélectionner les surfaces d'usinage. Donc on pourrait ici lui demander, par exemple, de venir balayer
Ok, excusez-moi, on a eu une coupure dans le webinaire. Voilà, le logiciel de présentation s'est coupé. Alors, je vous prie de m'excuser. On a eu un petit moment à vide. Donc, je reprends. J'étais en train de vous parler un petit peu de l'opération 4 et 5 axes continus générique. Donc, c'est cette première opération qui fait partie du module 5 axes continus. Et comme vous pouvez le voir, il y a d'autres opérations en dessous. Et donc, dans cette opération générique, en fait, on travaille sur les surfaces. Donc, on vient sélectionner une stratégie qui va définir comment on va balayer les surfaces qu'on va sélectionner. Donc là, ici, on va travailler entre deux courbes guides. Donc, l'idée, ça va être de sélectionner une première courbe guide, puis une deuxième, et d'obtenir des trajectoires qui vont évoluer de la première courbe guide vers la deuxième courbe guide sur les surfaces qu'on aura sélectionnées. Donc, dans cette opération générique, puisqu'on travaille sur les surfaces, on va venir comme ça sélectionner les surfaces qu'on souhaite balayer. Donc, on va les sélectionner une à une comme ça. Juste le tour. Hein, on pourrait prendre aussi les rayons. Je vais pas m'en occuper pour l'instant. C'est pour vous montrer le principe. Hop. Tac. Ok. Juste mon affichage. Voilà. Donc, je m'assure que j'ai bien tout sélectionné tout le tour. On pourrait prendre les rayons aussi, comme je vous disais. Puis l'idée, après, c'est de venir prendre une première courbe guide. Donc, par exemple, sélectionner la courbe guide qui est en haut. On peut demander ici une propagation tangente quand c'est possible. Donc là, on voit que c'est pas tangente. Donc si je clique une première arête, hop, ça continue la propagation. Donc soit je clique à chaque fois que y a un doute pour le logiciel, quand c'est pas tangent, soit je peux aussi lui demander, vous voyez, en fait, j'ai trois petites flèches là qui m'indiquent que le choix par défaut se fait sur cette arête. Donc pour m'éviter d'avoir à cliquer, en fait, quand le choix est bon, je lui demande de se propager là comme ça pour faire tout le tour. Hop. Et à la fin, il me manque juste ce côté-là. Et donc, en fait, on va balayer de cette première courbe guide vers une seconde courbe guide. Et donc, je vais prendre la deuxième courbe guide en bas. Puis, même principe, je vais lui dire, OK, on continue comme ça, on se propage tant que c'est tangent. On fait tout le tour. Et voilà. Et juste en faisant ça, donc on va bien sûr sélectionner un outil. Donc là, on va reprendre la même fraise, la T5 par exemple. Juste en faisant ça, alors je ne vais pas aller plus loin, c'est juste pour vous montrer déjà le résultat. Alors bien entendu, on va renseigner un pas de côté ou une hauteur de crête, mais visuellement, voilà un petit peu la trajectoire qu'on va obtenir. On va obtenir un balayage le long de cette surface, et vous voyez qui suit en fait la première courbe guide vers la deuxième, tout simplement. Par défaut, en fait, on va obtenir un balayage en 5 axes continus qui est un balayage avec l'outil qui est perpendiculaire à nos surfaces. Donc si on simule un petit peu cette opération, par défaut, notre outil, hop, excusez-moi, j'ai fait une petite bêtise. Alors là, il charge la matière restante des opérations précédentes parce que j'ai ajouté mon opération tout à la fin. Hop. Donc juste pour vous montrer, voilà le balayage qu'on va obtenir. C'est juste un balayage 5 axes continus où mon outil reste perpendiculaire en fait à ma pièce et on vient tourner comme ça puisqu'on est perpendiculaire en tout point des surfaces qu'on a sélectionnées, on obtient comme ça un balayage en 5 axes continus de manière perpendiculaire. Et dans cette opération 4 et 5 axes continus, on va avoir la main sur justement en fait l'inclinaison. Est-ce qu'on souhaite une inclinaison d'outil relative à la direction d'usinage? Donc là ici, vous voyez, en fait, on balayait dans cette direction. Donc on va avoir la possibilité de définir par rapport à la perpendiculaire de la surface une direction vers l'avant, une inclinaison vers l'avant ou vers l'arrière, ou une inclinaison sur le côté. Et donc juste en faisant ça, je vais pouvoir lui demander, par exemple, mon outil sur le côté, de se redresser. On va mettre 70 degrés, par exemple. Donc, juste en recalculant, cette fois-ci, le même balayage va s'opérer, mais cette fois-ci, vous voyez, avec mon outil qui est redressé de 70 degrés. Donc, on va dire que j'ai un angle de dépinçage là, de 30 degrés par rapport à la verticale. Donc, voilà pour l'opération 4 et 5 axes continus générique. Et cette opération, elle va me permettre de vraiment faire un balayage en 4 et 5 axes continus et un balayage, on va dire, local, parce qu'on vient s'appuyer sur les surfaces. C'est-à-dire on travaille vraiment que sur les surfaces qu'on sélectionne.
Donc ça a un certain avantage de travailler sur les surfaces. Le premier avantage, c'est de travailler que là où vous en avez besoin, là où vous l'avez défini. L'autre avantage, c'est qu'on travaille sur les surfaces parfaites du 3D. Donc en fait, il n'y a pas de facettisation, il n'y a pas d'imprécision qui vont être générées. Mais en contrepartie, comme vous l'avez vu, ça nécessite de ma part que je sélectionne des courbes, que je sélectionne les surfaces. Donc sur des modèles 3D qui ont beaucoup de surfaces, là, ça peut devenir un petit peu lourd dans la programmation. Et c'est pour ça que dans ce module 4 et 5 axes continus, en fait, vous allez retrouver donc cette opération générique, mais d'autres opérations en dessous qui, elles, vont avoir vocation potentiellement à non pas travailler sur le surface, mais travailler sur le volume. Ou alors, et c'est ce qu'on va faire tout de suite, plutôt que de faire un balayage comme on vient de le faire, de venir faire du fraisage en roulant. Donc juste par rapport à mon cas, là où je viens travailler avec la partie hémisphérique de mon outil, en fait, on va venir rouler la surface avec le flanc de la fraise, et en fait, la partie hémisphérique, elle va simplement servir à faire le rayon. Donc l'intérêt de le faire en fraisage en roulant, c'est pour toutes ces surfaces-là qui sont linéaires et qu'on peut rouler en fait avec le flanc de l'outil. Derrière, forcément, vous avez un état de surface et un temps de cycle qui vont être réduits. Mais grosso modo, donc cette opération, c'était juste pour vous le présenter, je la supprime. C'est la même démarche, c'est-à-dire qu'au lieu de passer par l'opération de balayage en 4 et 5 axes continus, cette fois-ci, on va passer par l'opération de fraisage au roulant. Donc dans l'opération de fraisage au roulant, c'est la même démarche. On sélectionne l'origine à partir de laquelle on vient programmer. On vient sélectionner dans la géométrie les surfaces qu'on veut rouler. C'est pour ça que tout à l'heure, en fait, puisque je faisais un balayage, j'aurais pu inclure ou non les rayons. Par contre, là, comme je viens rouler ces surfaces avec le flanc de la fraise, j'ai pas de raison de venir sélectionner les rayons. On reprend l'outil. Et là, par contre, puisqu'on est en fraisage en roulant, l'inclinaison de l'outil, c'est pas moi qui vais le définir, c'est le logiciel qui va le calculer tout seul par rapport justement à l'inclinaison de la surface. Donc si on simule un petit peu, on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Cette fois-ci, l'inclinaison de l'outil, ce n'est pas moi qui la détermine, elle est récupérée par rapport à mon 3D. Et donc on va venir ici rouler. Vous voyez, en fait, le flanc de l'outil vient se coller et s'incliner par rapport à l'inclinaison de la paroi. Et on va retrouver en fait toujours, puisqu'on est en 4 et 5 axes continus, quand même une variation de l'inclinaison de l'outil par rapport au 3D. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, dès qu'on fait du 4 et 5 axes continus, ça va être important d'utiliser un petit peu la simulation machine. Hop. Excusez-moi. Elle est ici, ma simulation machine. Je vais juste la redéplacer dans le bon dossier. Alors c'est mon CTRL-C, CTRL-V qui ne fonctionne pas. Voilà. Il y a autre chose. Pardon. Bon, c'est pas grave. Je vois pas pourquoi il ne la trouve pas. On fait un dernier essai et puis sinon tant pis. Hop. Ouais. Juste le nom d'un de mes dossiers. Ok. Donc là, dans l'environnement de la machine, donc pareil, on retrouve tout le 3D de la machine cette fois-ci. Pareil, on retrouve
éventuellement le carter de la machine s'il a été modélisé, qu'on peut, vous voyez, il se cache automatiquement pour garder que les éléments qui nous intéressent à l'écran. Et on va retrouver en fait les différents axes de ma machine, donc l'axe X, l'axe Y, l'axe Z, et nos axes de rotation, puisque c'est ça qui nous intéresse, et c'est ça que je vais vous montrer. Si jamais, justement, lors de l'usinage, ou là, comme moi, je viens positionner manuellement mes axes pour engendrer une collision entre, par exemple, mon aide-broche et le berceau, en fait, la simulation va se stopper, et comme ça apparaît ici en rouge, les éléments qui sont en collision en fait, vont s'afficher. Vous voyez, c'est dynamique, donc pour voilà, mettre en évidence quels sont les éléments qui sont en collision. Donc je vais juste le relancer, et cette fois-ci, donc là, quand on vient faire le fraisage en roulant, vous allez voir, en fait, on va avoir notre trajectoire 4 et 5 axes continus qui s'effectue. Ok. Donc voilà, c'était un petit peu le message initial que je voulais faire passer dans ce webinaire. On a tout un panel d'opérations à disposition pour programmer les pièces, et c'est vrai que la majorité des pièces vont nécessiter, principalement en tout cas, de soit faire un balayage avec l'opération générique, 4 et 5 axes continus, soit de faire voilà, un fraisage roulant pour des surfaces comme ça qui sont linéaires. Et après, on a tout un tas de sous-opérations dans le module 4 et 5 axes continus qui vont être dédiées à des applications ou des topologies de pièces bien spécifiques. Donc je vais juste, avec un petit clic droit, vous montrer voilà un petit peu toutes les opérations qui existent dans SolidCam. Et donc à partir de là, à partir de cette petite ligne, tout ce qui est en dessous, c'est de l'ordre du 4 et 5 axes continus. Et en fait, ce module 4 et 5 axes continus chez SolidCam, en fonction des applications, en fonction de vos pièces, on va le décomposer en 3 niveaux, un niveau standard, un niveau professionnel et un niveau premium. Dans le niveau standard, donc vous allez avoir accès à cette opération 4 et 5 axes continus générique qu'on a vu là si on devait faire du balayage en bout ou avec une inclinaison manuelle. On va avoir accès à cette opération de fraisage en roulant qu'on vient de voir également, mais on va avoir une opération également, par exemple, de perçage multi-axe. Donc c'est une opération qui va s'avérer très utile dans le cas de pièces où on a en fait des trous un petit peu dans toutes les directions. Donc je vais juste ouvrir un exemple. Hop. Excusez-moi. Ici. Donc voilà un petit peu le type de pièce sur lequel cette opération pourrait s'avérer utile. Donc vous voyez en fait une pièce avec vraiment une grande multitude de perçages et surtout d'orientations de perçage différentes. Donc si on doit programmer ces différents perçages, on va devoir en fait à chaque fois créer une opération positionnée pour chaque orientation différente de perçage. Alors que si on passe par l'opération de perçage multi-axe, en fait le logiciel va détecter, je peux vous montrer, on va le faire avec peut-être l'opération même. Ouais, on va le faire avec l'opération qui est ici. Le logiciel va détecter en fait les différentes orientations de l'ensemble de mes perçages. C'est pas grave. Bon, il semblerait que j'ai perdu la main. Je peux plus le fermer. Bon, alors je vais pas pouvoir vous le montrer puisque j'arrive pas à ouvrir mon opération non plus. Bon, hop. Je suis désolé, on va le fermer encore. Ok, on va le relancer.
Bon, c'était pour vous montrer ce genre de pièce sur le 5 axes en perçage. Je vais juste vous montrer aussi les autres cas d'application en fait sur lesquels SolidCam a des opérations dédiées. On va avoir par exemple aussi une opération dédiée au métier du thermoformage ou au métier du détourage. Donc là, c'est plus du tout les mêmes topologies de pièces ou types d'opérations. En fait, l'objectif, c'est de venir simplement détourer l'extérieur d'une pièce. Donc là, c'est pareil, dans le module 4 et 5 axes continu de SolidCam, on va retrouver des opérations dédiées à ça. Notamment ici, en fait, une opération détourage 5 axes, où là, c'est manuellement nous qui venons définir les arêtes qu'on veut détourer et comment on oriente l'outil. En fait, en s'appuyant simplement sur une courbe, une arête, et dans une esquisse 3D de SolidWorks, en dessinant les lignes d'inclinaison pour orienter l'outil. Et puis, on a également cette opération de détourage des bords extérieurs qui, là, elle, va être beaucoup plus automatique. C'est-à-dire que dans cette opération de détourage des bords extérieurs, on va reconnaître toutes les arêtes qui doivent être détourées sur notre pièce. Et c'est le logiciel qui va déterminer l'inclinaison de l'outil, non pas par rapport à une esquisse 3D que l'utilisateur aurait dessinée, mais bien par rapport aux surfaces latérales ou alors à la surface supérieure pour être perpendiculaire à cette surface, pour exécuter tout le détourage extérieur. On a également des opérations dédiées pour l'usinage, par exemple, des turbines ou des roues obagées, ce genre de choses. Donc là, c'est voilà, l'une comme l'autre, hein, c'est des opérations, enfin c'est des pièces qu'on pourrait programmer avec l'opération générique 4 et 5 axes continus, mais en fait qui s'avère beaucoup plus simple à programmer en passant par des opérations dédiées. Donc si je prends l'exemple du module d'usinage d'aube et de turbine qui fait partie du module 4 et 5 axes continus, donc là au niveau le plus élevé, au niveau premium, en fait on va retrouver un petit peu la même philosophie de programmation que l'opération générique, mais en étant beaucoup plus guidé et en ayant des options dédiées à cette application-là qu'on a devant nous. Donc, par exemple, au départ, on va pouvoir définir ce qu'on fait l'ébauche, ce qu'on fait la finition des aubes, la finition du moyeu ou la finition des rayons là autour des aubes. Et vous voyez, à chaque fois, en fait, le logiciel va me guider en me demandant de sélectionner d'abord les surfaces des aubes en incluant l'aube de séparation, en sélectionnant la surface du moyeu, etc., etc. Donc là, on est beaucoup plus guidé, on va dire, dans cette opération, dans l'opération dédiée par rapport à l'application et au module qu'on veut faire. Donc vous allez retrouver en fait aussi une opération pour l'usinage de tubulures et de conduits. Donc c'est une opération qui s'avère très utile, celle-ci, quand vous avez des pièces, par exemple comme des soupapes d'injection, des choses comme ça. On a aussi je vais pouvoir l'ouvrir aussi, une option dédiée on va dire aux vis, aux formes un peu de révolution. Hop, je vais la retrouver ici. Voilà, ce genre de pièces. Donc, des vis d'extrusion. D'accord. Où là, en fait, vous comprenez que si j'applique mon opération un petit peu, mon opération générique, qui s'appuie sur les surfaces, comme je vous l'ai montré au début, ça peut peut-être, en tout cas, devenir compliqué pour venir usiner, on va dire, la vis dans son ensemble. Peut-être que voilà, on va avoir des surfaces qui vont être continues alors que on souhaiterait travailler qu'à un endroit, etc., etc. Donc l'opération en fait d'usinage ici avec l'axe de rotation, avec le quatrième axe de rotation,
elle ne va pas s'appuyer sur les surfaces, mais va travailler en fait sur le volume. Et on va pouvoir en fait appliquer des limites pour par exemple travailler d'une certaine position en Z jusqu'à une certaine position en Z, ou alors appliquer une limite radiale, etc., etc. Donc c'est plus tout à fait la même logique, puisqu'on passe d'une approche locale où on travaille sur les surfaces dans cette opération générique à une approche globale où on vient travailler en fait sur tout le 3D dans cette opération par exemple d'usinage avec l'axe de rotation 4x. Et donc c'est cette différence, et donc vous voyez en fait voilà un petit peu le type de trajectoire que je vais obtenir, donc avec une vraie logique d'ébauche, etc., que je n'aurai pas dans l'opération 4 et 5 axes en générique, puisque de base en fait on va vraiment travailler que sur la surface, donc on va juste faire le balayage. Ça va être à moi après dans l'opération générique de dupliquer mon opération pour obtenir par exemple plusieurs passes de profondeur. Voilà. Il n'y a pas cette logique d'ébauche du volume comme on peut retrouver dans cette opération-là. Donc c'est ce qui explique en fait, si vous voulez, cette différence d'approche entre l'approche locale et l'approche locale et l'approche globale, pardon. C'est ce qui explique en fait le besoin d'avoir accès à tout ce panel d'opérations, parce que vraiment d'une pièce à une autre, d'une application à une autre, ce qui va fonctionner pour l'une va peut-être pas fonctionner ou pas être simple à mettre en œuvre pour une autre pièce. Donc il y a vraiment besoin d'un large panel d'opérations et de stratégies, et c'est ce qu'on cherche à faire chez SolidCAM, à apporter une solution à l'ensemble des applications que peuvent rencontrer nos clients. Je vais juste terminer aussi sur sur des cas un peu commun en 5 axes continus. Alors, je vais vous montrer deux exemples très basiques. Hop, on va prendre par exemple, je vais y arriver, hop. On va prendre juste celui-ci. Des situations en fait qui sont assez communes et qui sont rencontrées fréquemment quand on fait du 5 axes continu. Ici, on travaille par exemple sur une Mazak Variaxis 360. Bon, c'est une machine 5 axes avec un berceau. Simplement, en fait, sa particularité, c'est que vous le voyez au niveau des axes. Donc là, en fait, on vient d'ouvrir le post-processeur de SolidCAM, donc de la Variaxis. Puis vous pouvez voir en fait que le berceau, il va pouvoir s'incliner de plus 30 degrés jusqu'à moins 120 degrés. Donc si je dois atteindre par exemple une inclinaison de 45 degrés, effectivement, je vais pouvoir l'atteindre qu'avec moins 45 degrés. Plus qu'à plus 45 degrés, comme ça se met là ici en rouge, ça signifie que je serai hors course. D'accord? Donc ça, c'est un cas de figure qu'on peut rencontrer souvent sur ce genre de machines qui ont une limitation angulaire différente en négatif et en positif. Et donc ça, il faut l'appréhender, puisque du coup, quand on va programmer notre opération, peut-être que la manière dont on va programmer, ça va nous générer une inclinaison d'outil de 45 degrés par rapport à la pièce. Et est-ce que du coup, on va se retrouver à plus 45 degrés ou à moins 45 degrés? Ça, c'est important de le contrôler. Sinon, sur machine, quand vous allez vouloir exécuter votre programme, vous allez être hors course. La machine va se mettre en erreur. Donc, dans le post-processeur de SolidCAM, en fait, on renseigne ce qu'on appelle une paire d'angles à privilégier. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous calculez une opération dans SolidCAM, quand c'est du 4 et 5 axes positionné ou du 4 et 5 axes continu, il y a toujours deux solutions possibles. Par exemple, plus 45 degrés, c'est 0. Première solution. Ou alors, moins 45 degrés, 180. Voilà les deux paires d'angles. Et en fait, ici, on va pouvoir en fait renseigner au post-processeur de privilégier une paire d'angles, à savoir celle qui va de 0 à moins 120 degrés. Donc en fait, SolidCAM va toujours privilégier l'obtention de 0 à 30 degrés d'une valeur négative, quoi. On va privilégier l'obtention d'une valeur négative pour pas justement aller du côté où on a cette limitation angulaire. Donc comment ça se traduit ça? En fait, quand vous calculez votre opération, donc là, je viens juste faire ici, vous voyez en fait juste un contour là sur le contour de l'aube, de la pale. Et en fait, dans toutes les opérations, d'ailleurs, si à partir du moment où vous programmez sur une opération 4 et 5 axes continus, dans SolidCAM,
ici, vous allez avoir dans l'onglet contrôle des mouvements des petites options qui vont vous permettre en fait de choisir entre la première combinaison d'angles ou la seconde combinaison d'angles. Donc il y a une option qui est assez pratique dans SolidCam pour pas avoir à lancer la simulation machine, c'est cette petite icône qui est ici. Et vous allez pouvoir en fait lui dire justement, avec la prévisualisation de la machine, voir en fait comment comment la machine se positionne au premier point de la trajectoire, donc au point d'approche. Hein. Et ici, vous voyez que de base, là pour l'instant, j'obtiens mon A plus 36 degrés, C moins 98. Et en fait, juste si je lui demande de basculer avec la seconde combinaison d'angles, cette fois-ci, vous voyez, j'obtiens la combinaison d'angle inverse. C'est-à-dire que je suis passé sur du moins 36 degrés, plus le C plus 180, donc je suis passé à plus 81. Et juste en basculant de l'un à l'autre. Alors, en positionné, vu que en fait, les axes de rotation sont fixes, par défaut, si c'est bien configuré dans le post-processeur, quoi qu'il arrive, vous obtiendrez toujours la bonne combinaison d'angles par défaut. Par contre, quand vous travaillez en 4 et 5 axes continus, vu que l'inclinaison de l'outil est susceptible de varier, par défaut, c'est vous qui allez choisir en fait entre l'une et l'autre pour vous positionner correctement. Mais juste en basculant de l'une à l'autre comme ça, en recalculant, vous basculez de la première combinaison d'angle à la deuxième combinaison. Ok? Je m'arrête là et je vais vous montrer un autre cas assez fréquent en 5 axes continus. C'est ce qu'on appelle en fait les singularités. Alors vous allez voir, c'est un exemple très simple. Voilà. Je viens balayer comme ça une sphère avec une trajectoire de ce type. Donc j'ai d'abord une inclinaison de ce côté-là, mettons de 45 degrés. Et donc cette inclinaison, elle va évoluer pour aller vers moins 45 degrés. Le problème se pose si je suis sur une machine, là comme tout à l'heure, donc sur cette Mazak Variaxis, avec une inclinaison qui, elle, va pouvoir varier uniquement de 30 degrés à moins 30 degrés et plus. D'accord? Mais en fait, le moins 45, je vais pouvoir l'obtenir, mais le plus 45, je serai hors course, la machine ne peut pas l'atteindre. D'accord? Donc visuellement, vous voyez en fait la trajectoire que je calcule, elle est continue et en fait mon outil, quand je le regarde, cette simulation, en fait, elle est non cinématique, donc elle ne tient pas compte de ma machine. C'est une trajectoire d'outil 5 axes, mais sur cette machine en particularité, en fait, à ce niveau-là, il va se passer quelque chose qui est lié à la cinématique de ma machine. Donc, quand je simule en fait ma trajectoire filaire ou ma trajectoire en vérification solide, c'est une simulation non cinématique, donc on ne voit pas en fait les déplacements éventuels qui sont liés à la cinématique de la machine. Ces déplacements, en revanche, on va pouvoir les voir et on les verra uniquement dans le module de simulation machine. Donc ce que je vais vous montrer, c'est ça. On va aller alors, j'ai juste oublié de vous préciser une toute petite chose. Ici, dans ma mise en position au démarrage, donc avant mes opérations, on vient renseigner en fait comment la pièce est bridée sur la machine. Donc en l'occurrence, est-ce que ma pièce, je la bride au centre de la table, je la mets dans un coin, etc. Donc là, j'ai fait exprès juste pour qu'on voit un petit peu l'impact de l'option que je vais vous montrer juste après. Je l'ai décalé. Ici, vous voyez en X et en Y. Donc X 150, Y 200 pour la ramener dans un coin de la table. De base, quand on va simuler ça, quand on va simuler en simulation machine, oui, alors j'ai pas défini de bruit, donc le petit message est apparu. Quand on va simuler en simulation machine, vous allez voir un petit peu ce que ça va me donner. On va diminuer un petit peu la vitesse de simulation. Donc visuellement, au début, on a notre usinage qui démarre, donc on se redresse. Et puis d'un seul coup, vous voyez, hop, il y a eu un saut, on va dire, et on s'est retrouvé de l'autre côté. En fait, si on remonte ici dans la liste des déplacements, donc je fais rouler ma molette pour remonter un petit peu avant, on s'aperçoit en fait que voilà, on était à moins quelque chose, et d'un seul coup, hop, ici vous voyez en fait, entre là
Et là, j'ai mon outil qui se dégage. Et en fait, on passe de C90 à moins 30. En fait, on passe à la seconde combinaison d'angles. C'est-à-dire qu'on passe de C plus 90 à C moins 90. Donc, on a une rotation du plateau de 180 degrés. Et on passe du A moins 30 à A plus 30. Alors, pourquoi le logiciel génère ça? Tout simplement parce que la machine, en fait, elle ne peut pas aller au-delà de ces 30 degrés d'un côté. Donc, en fait, elle fait alors c'est l'inverse, mais peu importe, elle fait un retrait, d'accord, au milieu, pour basculer à la deuxième combinaison. C'est pas problématique, d'accord, mais la personne qui fait la programmation, elle, a l'impression dans un premier temps d'avoir une trajectoire en fait qui va être continue d'un bout à l'autre de la pièce, alors qu'en réalité, si on réaffiche notre trajectoire, donc là voilà, ça c'est la trajectoire initiale qu'on a, on a l'impression qu'on vient balayer comme ça d'un bout à l'autre la surface, mais en réalité, la trajectoire physique qu'on obtient sur la machine, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à balayer d'un côté, on va dégager, on va tourner à 180 degrés et on va redescendre. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, ce déplacement-là d'un côté à l'autre, il se génère en deux blocs. D'accord? C'est-à-dire que premier bloc, on est à la première combinaison d'angle. Deuxième bloc, on passe tout de suite à l'autre. Donc, s'il n'y avait pas ce retrait-là, la pièce, elle resterait en contact, elle tournerait comme ça. Et là, ça peut générer en fait une dégradation de l'état de surface, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce dégagement, on repositionne, on redescend. Mais l'opérateur, lui, sur la machine, il peut être surpris par ce mouvement parce qu'il intervient au milieu de la trajectoire, par exemple. Et vous-même, vous pouvez vous dire, bon, voilà, je préférerais avoir quelque chose de plus lisse, de plus continu, de plus décomposé. Et donc, pour ça, il y a des solutions dans cette opération 4 et 5 axes continus. Juste pour vous montrer, cette opération-là, si je la duplique, j'en fais une copie, CTRL-C, CTRL-V. Si je retourne dedans, ici, je vais avoir la possibilité aussi de lui demander, en fait, d'appliquer une distance maximum, par exemple, de 5 dixièmes. Je ne vais pas plus loin. En fait, c'est ma trajectoire qui va être décomposée tous les 0,5. Donc, en fait, ça va me générer beaucoup plus de points dans mon G-code et dans ma trajectoire. Mais du coup, ce mouvement, donc on va le resimuler. Alors, je ne le fais pas disparaître, hein, mais par contre, je vais l'atténuer, puisque du coup, vous allez voir, hop, pardon, non, je ne l'ai pas atténué là, excusez-moi. Si, normalement, c'est bien cette option-là. Je l'avais fait ici sur cette opération-là, donc je vais vous la simuler celle-là. Hop. OK. Donc, je le laisse simuler. Voilà. Et là, vous voyez, en fait, cette fois-ci, par rapport à tout à l'heure, où j'avais un espèce de saut, parce qu'en fait, je passais d'un bloc à un autre entre les deux combinaisons d'éléments, cette fois-ci, vous voyez, j'ai plus mon dégagement. Par contre, je vais avoir, en fait, un certain nombre de points intermédiaires, de blocs intermédiaires, pour passer de la première à la deuxième combinaison d'angles. Voyez. Donc ça, c'est un autre cas de figure qui va éviter en fait ce dégagement là, comme on avait tout à l'heure, et éviter en fait ce 180 degrés brutal entre deux blocs, puisque là, du coup, j'ai en fait alors je vais avoir plus ou moins un grand nombre de blocs intermédiaires en fonction de la valeur que je mets dans cette distance. Mais ici, hop, j'ai bien mon mouvement. Donc déjà, je le simule. Et sur machine, la machine, elle va gérer par rapport à la décomposition que je lui donne. Alors que tout à l'heure, la machine, en fait, elle est vraiment libre de passer de l'un à l'autre avec ses accélérations définies, ses vitesses définies, puisque du coup, elle passe de l'un à l'autre entre deux blocs. Alors que là, c'est plus du tout, c'est beaucoup plus décomposé. Donc voilà, c'est des petits cas de figure, mais ça, c'est ce qu'on appelle en fait la gestion de la singularité en fait que vous récupérez ici quand vous êtes à la verticale. Un autre exemple, je vais désactiver tout ça.
Un autre exemple, c'est voilà, je suis en 5 axes continus, mais l'opération que je programme en 5 axes continus finalement me donne exactement la même chose que en 3 axes finalement. Hein. Pourquoi pas, on peut le faire avec l'opération de fraisage roulant, on peut le faire avec l'opération générique. En fait, du coup, j'ai le choix entre travailler où c'est mon outil qui va faire du XY, on va dire, ou du XC. Donc ça, dans l'opération 4 et 5 axes continus, ça fait aussi partie des questions un peu fréquentes qu'on va récupérer. Comment on gère ça? En fait, pareil, dans cet onglet contrôle des mouvements, ici, vous allez avoir différentes options donc, pour résoudre ces points de singularité. Et donc, en fait, les points de singularité en 5 axes continus, c'est quand l'axe de l'outil, il est collinéaire avec l'axe de rotation, donc là, en l'occurrence, avec notre axe C. Et donc, du coup, les options qui se trouvent ici vont me permettre de répondre à ce point de singularité qui a potentiellement plusieurs solutions possibles. Donc, juste si on le resimule en simulation machine, hop, allez, je vais les replacer devant. Tac, tout ça je vais les enlever. Bon, je peux réorganiser un petit peu mes opérations comme ça dans l'arme. Donc là, en fait, en lui demandant de fixer l'axe de rotation, cette fois-ci, même si je suis en 4 et 5 axes continus, je vais me retrouver de base avec un déplacement simplement XY, comme si je faisais du contournage 3 axes, mais je suis dans l'opération 5 axes continus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, si je redéplace ma pièce, si je la mets dans un coin, par exemple, de ma table, et que du coup, ici, quand je contourne, je me retrouve hors course, en fait, le logiciel, il va pouvoir vérifier si j'atteins les limites de rotation ou de translation, ou si en tout cas, j'obtiens hors course en fonction des options qui sont là. Et si c'est le cas, ma trajectoire ne va pas être calculée de la même manière. Donc, je peux très bien avoir un début qui fait du XY et après un bout de rotation et après le reste en rotation à cause de l'option qui est ici. Si de base, on ne vérifie aucune limite, le logiciel, il calcule la trajectoire sans se soucier de si on va atteindre les limites ou pas. Si par contre, je sélectionne ça, là, cette fois-ci, en fonction de si j'atteins les limites ou pas, ma trajectoire, elle peut générer un mouvement différent sur ma machine. Et parfois, en fait, les clients n'obtiennent pas de la trajectoire qu'ils envisagent parce que justement, la trajectoire qui est envisagée au début fait qu'on atteint les limites. Et donc, du coup, en respectant les limites, c'est pas possible d'obtenir la trajectoire qu'on souhaite initialement. Donc, attention aussi à l'utilisation de ce paramètre-là. Il est nécessaire, mais parfois, on a des petites questions comme ça à ce sujet. On peut le simuler aussi celui-là. Hop. J'ai l'impression que mon opération ne va pas se lancer si elle est. Si je désactive pas les premières. J'ai pas défini de brut sur cet exemple, hein. C'est vraiment un exemple juste pour montrer le principe. Donc là, c'est un petit peu pareil. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je bouge en XY ou est-ce que je bouge avec l'axe C? Et puis là, de toute façon, après, on a l'inclinaison du A. Mais vous retrouvez pareil le principe de ça, c'est ma trajectoire filaire, on va dire. Et donc, quand on est en 5 axes continus, ici dans l'onglet Analyse, simplement en basculant, on peut s'apercevoir de si jamais il y a un dégagement à un moment de notre trajectoire par rapport à un dégagement qui est lié à la cinématique de la machine. Et en fait, là, on va s'apercevoir, donc j'ai double-cliqué dessus,
Je pense que c'est ici, vous voyez. On est en train de balayer dans un sens. Alors, je suis remonté un petit peu. On est en train de balayer dans un sens. On se rapproche des 30 degrés qui sont les limites de ma machine. Donc, du coup, SolidCam, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est normal, hein, c'est nécessaire. Hop, on va avoir un petit retrait. Et cette fois-ci, on bascule, on se repositionne dans la deuxième combinaison d'angles à moins 30 degrés. Donc ça, c'est important quand on fait du 4 et 5 axes continus, d'y être, d'en être conscient. Hein. Donc la formation voilà, de SolidCam France auprès des clients, elle permet justement d'aborder un petit peu ces différentes thématiques pour pouvoir justement appréhender comme il faut ces points de singularité. Ça ne veut pas dire que ça, c'est faux, ça ne l'est pas, mais il faut être conscient que ça peut arriver et voilà, de le vérifier pendant la programmation et de ne pas être surpris sur machine si on l'a pas détecté au préalable, quoi. Et donc voilà, il y a des situations où de toute façon le dégagement par rapport à la cinématique de la machine va être nécessaire par rapport à la trajectoire qu'on a obtenue. Mais dans les cas de figure où ce dégagement n'est pas nécessaire, on a des options en tout cas pour l'appréhender. Voilà, j'arrive un petit peu au bout de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de taper des questions dans le chat. Je vous laisse quelques minutes, voilà, si vous voulez m'adresser une question. Je vous prie de m'excuser pour la coupure, la petite problématique technique au milieu du webinaire. Et s'il y a des thématiques que vous voulez qu'on aborde dans un prochain webinaire, n'hésitez pas à nous les soumettre et on reste à votre disposition. A priori, je vois pas de questions, donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et si des questions vous viennent par la suite, n'hésitez pas à nous les adresser. Bonne fin de journée. Au revoir.